Est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui partez à pleurer quand vous regardez un film, ou bien, que s'il y a beaucoup de bruit, que la musique est forte, vous vous sentez, dérangé, heu, ou des fois de vous sentir un mouton noir dans la société actuelle, de pas toujours faire les choses comme tout le monde? Si c'est votre cas, ben, cette émission de Les précieux conseils d'Isabelle est pour vous. Et j'ai aujourd'hui, l'honneur, à titre de naturopathe, en aromathérapie, si vous préférez, naturopathe qui travaille avec les huiles essentielles, de vous présenter et d'interviewer aujourd'hui Marie-Élise Château, qui est une coach professionnelle. Tu me corrigeras, Marie-Élise, mais une coach professionnelle pour les personnes hypersensibles, et tu travailles dans les régions de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Oui, C'est bien ça? oui, c'est bien ça. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Isabelle, merci de m'inviter. Ben, Oui, ça oui, il se trouve que oui, je suis située géographiquement aux trois frontières en Europe, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il suffit de prendre une carte et c'est vraiment aux trois frontières que je suis. Ma Oui. maison en France et mon cabinet en Suisse, à Bâle, près de Bâle. Oui, pour habiter à temps partiel dans la région de Tournai en Belgique, je vois très, très bien comment que les frontières sont rapprochées en Europe. D'ailleurs, hein, on s'est rencontrés en 2021, nous deux, via YouTube, l'Internet, avec tous les changements depuis 2020. On sait que la communauté internationale se rencontre comme cela sur Zoom, et que j'imagine que tu travailles également en ligne avec une clientèle de la francophonie, ou même peut-être, je crois que tu parles plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, oui. C'est ça, anglais-allemand. Mais c'est sûr que par Zoom, moi, c'est pour ça, c'est les bienfaits du confinement pour moi, en fait. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu forcé à me développer comme ça, par Zoom, alors que moi, j'étais plutôt frileuse sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis pas mal développée. J'ai même une chaîne YouTube. C'est oui, comme tu dis, c'est par là qu'on s'est rencontrés. Donc, effectivement, c'est un grand changement quand j'y pense, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais C'était en tout cas, tu es très, très à l'aise sur les réseaux sociaux, alors tu as gagné des échelons. Mais cela dit, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui en ce début d'année 2022 pour commencer l'année du bon pied, parce que tu as été la personne phare pour moi en 2021 qui m'a fait découvrir que j'étais une personne hypersensible et de personnalité zèbre. J'ai mis les couleurs du zèbre, mais en carreau. Et pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup réconfortée. Et comme je te le mentionnais au téléphone, je n'ai pas l'impression que l'hypersensibilité est tant connue que cela au Québec. Alors, j'aimerais vraiment voir avec toi aujourd'hui, euh, permettre à nos spectateurs de mieux découvrir les services que tu offres pour les personnes hypersensibles et qu'est-ce que l'hypersensibilité. Et puis, dans un deuxième temps, de voir comment que les précieuses huiles essentielles peuvent aussi aider au niveau émotionnel, comment que entre partenaires dans le bien-être, on peut travailler en collaboration pour aider les gens. Mais avant tout, Marie-Élise, d'où vient ton intérêt par rapport aux personnes hypersensibles à ce sujet qui est quand même assez novateur? d'accord. Bah, merci Isabelle pour ton introduction. Bah, d'où ça vient? En fait, j'emmène les gens dans mon sillage parce qu'en fait, je ne le sais pas tellement depuis longtemps pour moi. Depuis en fait 2019, j'ai vraiment pris conscience que j'étais hypersensible et que c'était quelque chose dont je ne pouvais pas me débarrasser. Parce que, étonnamment, j'avais déjà lu les livres d'Hélène Aron sur l'hypersensibilité, la personne hypersensible, et on peut dire que c'est vraiment elle, tout ce qui est dit aujourd'hui sur l'hypersensibilité,
il faut reconnaître que ça se base sur tout son travail empirique et de scientifique et de psychologue qu'elle a fait en Amérique depuis les années 90. Et je lisais donc ces livres, mais je n'avais pas bien tilté en fait que c'était une différence physiologique. Mais effectivement, comme en ce moment c'est montré, c'est, comme on dit, c'est prouvé maintenant par l'imagerie et par les neurosciences. Donc voilà, tout ce qu'elle a fait dans son coin un petit peu, elle était un peu à contre-courant de tout le monde, hein, eh bien finalement c'est presque validé aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et tu me fais penser au Canada. Je suis allée en ligne dans un forum sur la douance ou congrès de la douance, et il y a quelqu'un qui évoquait ça. En fait, par rapport à Hélène Aron, ce qu'elle écrivait dans les années 90, ça a été comme presque rejeté. Et je crois que le Canada, effectivement, n'a pas voulu accepter cette notion, parce que du coup, c'est vrai qu'on va vers les enfants surdoués, ça fait aussi un clivage, qui peut aussi être presque un peu néfaste. Hein, et du coup, Oui, oui. et aujourd'hui, apparemment, il s'ouvre aussi le Canada à cette notion qui est reconnue mondialement du coup. Ah, ben merci de l'information. Alors, ça m'interpelle. C'est une psychiatre, une psychologue, cette femme, et quand tu parles qu'il y a un lien, que ça a même été démontré au niveau du cerveau, peux-tu élaborer davantage par rapport à ces deux idées? Oui, eh bien, c'est écrit dans les livres. En France, on a beaucoup pris, ça a été repris beaucoup d'abord par les psys, en fait, et c'est là qu'en France, ils ont aussi mis au point la notion de HPI, c'est le haut potentiel intellectuel, qui lui est le surdoué. Et lui, il y a à peu près 2,5% de la population qui est concernée. C'est vraiment l'enfant qui a des très, très bonnes notes à l'école, puisque c'est son intelligence logico-mathématique, verbo-linguistique, qui est très, très développée, qui est très bonne, et en plus, il a cette particularité de l'hypersensibilité qui est une information qui va très vite, un cerveau qui fonctionne en arborescence. Et ça, effectivement, ça est montré scientifiquement. Alors, c'est plus de myéline sur les axones. Et les axones, c'est ce qui fait le lien entre les neurones. Et les personnes hypersensibles ont donc, hein, c'est écrit dans les livres d'Hélène Aron, mais pas seulement, ça a été repris. Donc, il y a cette substance visqueuse qui entoure ces connexions entre les neurones, qui est plus importante et qui fait qu'en fait, l'information, ça se propage plus rapidement. Et on parle de façon de fonctionner du cerveau en arborescence, tandis que chez les autres personnes, ça va être plus linéaire, séquentiel. C'est ça la grande différence, en fait, et qui fait que c'est physiologique, finalement. Après, bien sûr, il y a l'éducation, etc. Hein. Il n'y a pas que l'inné, mais… Oui, et spontanément, comme québécoise canadienne, le haut potentiel, je préfère dire que je suis zèbre, ça me rejoint davantage. Je trouve que c'est moins élitiste, justement. Et ça m'a tellement réconfortée de découvrir tout ça en 2021, parce qu'on se sent moins comme un mouton noir et on comprend mieux notre fonctionnement neurologique. Alors, merci Marie-Élise. Mais il n'y a pas seulement les ZEB et les hauts potentiels, les HPI, il y a vraiment aussi une clientèle de personnes hypersensibles. Est-ce que tu peux davantage développer par rapport à ça? Oui, parce qu'effectivement, il y a donc les hypersensibles représentent, alors on entend entre 15 et 30%. Alors, je vais dire 20% de la population, hein, ça dépend d'où on est, bien sûr. Environ 20% de la population. Et il y a donc ces 2,5% qui sont les surdoués au potentiel intellectuel, donc zèbres, on dit aussi. Et il y a tout le reste qui n'est pas surdoué, mais qui a cette façon de fonctionner du cerveau. On dit que c'est le cerveau droit qui est très développé, c'est-à-dire le cerveau de la projection, de l'intuition, aussi de social. En fait, c'est aussi les relations sociales qui sont très importantes pour ces personnes-là. Et là, on touche un paradoxe, mais là, je parle dans tous les sens, comme les hypersensibles. Ce sont des personnes, comme tu l'as dit, qui sont vite gênées par beaucoup de choses de leur environnement, puisque l'environnement est basé sur les autres, les 80% qui ont besoin des lumières fortes, qui flashent des sons forts, etc. Donc, ils vont avoir tendance à être vite
submergés par ce qui les entoure et ils vont avoir besoin de se retirer du coup du monde, alors que paradoxalement, ce sont des gens très sociables. Donc, il y a souvent ce paradoxe qui est bon à comprendre. Déjà, rien que cette prise de conscience-là est salvatrice souvent. C'est qu'en fait, c'est bien de savoir, d'accepter ça, qu'on est comme ça. Effectivement, on a besoin des autres, mais on peut être vite trouver que c'est trop. Alors, expliquer peut-être, le comprendre, le transmettre, et puis faire ce qu'il nous faut nous faire pour se sentir bien. Peut-être qu'il faut qu'on s'en aille peut-être 5 minutes prendre l'air, ou on a besoin d'écouter une musique, ou peu importe ce qu'on doit faire pour se relaxer, mais c'est en fait primordial pour ces personnes-là. Ah oui, merci beaucoup de cette information-là, parce qu'effectivement, quand on se reconnaît comme une personne hypersensible, ça peut aussi peut-être nous amener à prendre conscience que on est comme ça, de s'accepter avec ce côté socialement introverti et que peut-être même d'arriver à dire non, à mettre certaines limites parce qu'on sait que, par exemple, de se retrouver 40 personnes dans un chalet, c'est peut-être pas pour nous, quoique là, avec les mesures actuelles de pandémie, ça risque pas, mais un jour, on va sortir de cette pandémie. Alors, c'est très intéressant. Et peux-tu me dire comment tu es devenue coach comme cela pour les personnes hypersensibles? Tu as suivi une formation dans le domaine? Ça pique ma curiosité. Ah, mais parce qu'en fait, je suis d'abord devenue coach. Et ensuite, je me suis rendu compte de qui venait vers moi et on attire souvent les personnes qui nous ressemblent. Et c'est comme ça que mon unicité, je ne l'ai pas depuis longtemps. Déjà, j'étais hypersensible en entreprise, déjà. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a suivi en fait la voie royale parce que mes notes étaient assez bonnes pour faire à peu près devenir ingénieur, même si je n'ai pas fait les grandes écoles en France. Donc, mais bon, j'ai fait la fac et je me suis assez bien débrouillée en voyageant, etc. Pour faire ce que ma maman voulait de moi, en fait, parce que c'était l'ascenseur social. Et puis, voilà, elle ne voyait que l'ingénieur. Bon, eh ben, très bien, suivons ça. Donc, j'ai pu faire ça. Mais après, en poste, ben, c'était à la fois super, parce que franchement, c'est 15 ans dans l'industrie. J'ai fait plusieurs boîtes, j'étais très curieuse, j'étais attirée par l'industrie vraiment et c'était vraiment une belle expérience, mais quand même, je voyais bien que je souffrais, que des fois, c'était pas pour moi, quoi. J'ai déclaré, alors tu parlais de la maladie, j'ai déclaré une allergie alors que j'étais dans la chimie. Ensuite, j'ai aussi à un moment fait une pneumonie assez grave quand même. Donc, il y avait plein de signes quand même qui me disaient que ça n'allait pas trop. Et le dernier poste, eh bien, je suis sortie. Je suis sortie bien. Ça n'allait plus. Donc, avec mon chef, je m'entendais bien avec lui, j'ai pu bien sortir. Et je comptais retrouver un autre travail, en fait. Mais quand j'étais donc en train de rechercher du travail, le système, c'est Pôle emploi en France pour trouver du travail, m'a obligée, entre guillemets, à aller à un forum. Et c'est ça que je racontais l'autre jour parce que c'est fou. Il n'y avait qu'un seul forum, la Halle 6, qui m'intéressait. C'était immense. Il y avait 6 halles à Colmar. Et j'ai dû traverser donc du coup 5 halles. J'étais pas très contente d'être forcée à aller là, donc je n'avais pas prévu de tout regarder. Et en fait, il y a un seul stand qui m'a attiré l'œil et je me suis spontanément déplacée vers ce stand et c'était le stand de coaching de l'école de coaching que j'ai faite donc. Et là, j'ai découvert juste sur ce stand ce que c'était. J'ai parlé avec celui qui va me former après et j'ai tout de suite eu un bon feeling et je me suis dit, bah, c'est ça que je cherchais quand j'étais en poste, l'œil extérieur que j'ai cherché. Je cherchais des médiateurs, moi. J'étais tellement la tête dans le guidon que je ne savais même pas ce que c'était que le coaching, en fait, quand je travaillais. Et donc, je me suis dit, bah, c'est ça, je dois faire la formation. Et j'ai fait la formation au lieu de retourner dans l'industrie. Et c'est comme ça que je me suis formée. 2016-2017, ça m'a beaucoup aidé personnellement. On fait un bond personnel, en développement personnel. Et les premiers clients qui venaient à moi, bien, je me retrouvais en eux. Je me disais, zut, alors c'est pas possible. Ils ont la même
ce qui me dérangeait dans l'industrie, ils l'exprimaient pareil dans mon cabinet, c'est-à-dire qu'ils s'enflammaient pour leurs belles valeurs, ils avaient du mal à comprendre que les autres ne puissent pas être aussi perfectionnistes dans leur travail, et puis des valeurs éthiques aussi, certaines décisions qui étaient incroyables pour eux, comment pouvait-on? Et je me suis dit, mais c'est bizarre, moi quand j'étais dans l'industrie, je croyais être un peu la seule, comme ça, et finalement, ils faisaient un effet miroir très fort. Et c'est comme ça que j'ai lu différemment un été en 2019. Je suis allée en vacances avec ma famille en Italie et je n'ai pris qu'un seul livre. C'est plein de coïncidences, hein, mais tu vois, il n'y a pas de Ah hasard. ben, c'est ça, j'allais dire, j'ai ce mot sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, oui. Et là, je relis le livre de Hélène Aron sur la personne hypersensible. Et là, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne me quittera pas, que je dois accepter. Et je comprends aussi toutes mes difficultés du passé. Donc, c'est presque thérapeutique, hein. Je vais pleurer. Heureusement, mon compagnon comprend tout ça. Il connaît aussi mon histoire. Donc, voilà, je fais vraiment voilà, ce qu'il faut faire. Et ensuite, je décide d'en faire mon unicité. Puisque de toute façon, j'attirais surtout les personnes hypersensibles. Je me suis dit, même s'il n'y en a que 20%, comme de toute façon, c'est celles qui viennent à moi. Et il vaut mieux avoir une unicité, tu sais bien l'avantage aussi que ça a, hein, de marquer les gens. Donc voilà, maintenant j'appelle sur l'hypersensibilité. Ah, c'est tellement chouette, vraiment, de voir le parcours que tu as fait parce qu'effectivement, l'autre est tellement le miroir de soi et on a tellement tendance à l'oublier dans notre société actuelle. Petite parenthèse, le vivre ensemble est si important et c'est tellement beau le travail que tu fais auprès des gens dans tes régions et via Zoom. Alors, peux-tu m'en dire davantage justement sur les hommes et les femmes qui viennent te rencontrer en consultation? Quels sont leurs besoins, leurs ressentis? Est-ce qu'il y a comme quelque chose qui revient de manière plus prédominante ou pas du tout? Si, bien sûr, c'est bien sûr les émotions, hein. Ce sont voilà, souvent leurs émotions qui les submergent et qui sont plus un frein, en fait, qu'ils voient comme quelque chose qui dérange, alors que le truc, c'est de comprendre que c'est au contraire la clé, qu'elles ont un message justement à nous apporter. Donc, il y a ça. Moi, j'appelle surtout sur l'évolution professionnelle. Donc, effectivement, c'était là, ça change un petit peu en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais en général, c'est surtout au niveau de ce qui se passe en poste, comme moi, ce qui pouvait se passer. C'est souvent relationnel, quoi, avec, voilà, c'est pas toujours évident hein, quand on a peut-être, on sent qu'on a des capacités, mais qu'il y a le jeu dans les industries, avec les jeux de pouvoir un petit peu, et puis la personne hypersensible, elle va avoir du mal à elle va rester accrochée à ses valeurs et des fois, il faudrait qu'elle les écorne un petit peu pour obtenir si elle veut être bien, ne serait-ce qu'être bien, mais en plus, si elle veut monter dans les échelons. Donc, en général, voilà, c'est souvent des frustrations comme ça au niveau professionnel. Mais Hmm. je dois dire que de plus en plus viennent à moi eh bien, plutôt des problématiques du couple ou des enfants aussi, parce que moi aussi, j'ai 2 filles de 10 à 12 ans et du coup, je suis en train de traverser ça. Donc, c'est comme si les gens le sentent. Donc, voilà, il y a beaucoup de ces problématiques qui viennent en ce moment à moi. Donc, je le laisse venir. Je suis aussi j'ai ma propre expérience, mais je suis aussi supervisée, bien sûr, voilà, je me développe beaucoup, mais là, j'en parle pas encore trop, sur tout ce qui est couple, bien sûr, et parentalité, parce qu'en fait, la personne qui vient à moi, elle travaille, mais elle ne fait pas que travailler. Ben oui, mais surtout dans le contexte actuel où des fois, avec le télétravail, on mélange le travail avec la vie de famille et que la famille est en train de se redéfinir dans ce contexte extraordinaire qu'on a vécu au cours des 2 dernières années. Et c'est tellement important le travail que tu peux apporter comme cela aux familles pour tenter de créer un mieux-être et un bien-être Oui, euh, oui. familial, quoi. Tu sais, Mais c'est l'enfant, oui. C'est oui, l'enfant en soi qu'on soigne. l'enfant en soi, oui.
Ma collègue en PNL me disait la même chose hier au téléphone. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une émission antérieure, comment que la PNL peut aider aussi les familles, que ce soit l'aromathérapie, le coaching, l'aromathérapie, tout se regroupe, on peut travailler en collaboration. Mais avant de développer davantage les principaux besoins au niveau de la famille, au niveau du coaching plus traditionnel en cadre de travail, quand tu parles de gens qui ont des valeurs bien ancrées et que ça leur apporte un certain préjudice en société, est-ce que tu as remarqué que ce sont des gens qui ont peut-être plus de rigidité ou qui sont trop idéalistes, un peu des deux, perfectionnistes? Peux-tu élaborer par rapport à ça? Oui, 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 ils vont être très perfectionnistes. Ils vont mettre la barre très haut pour eux et pour les autres. Ça, c'est un peu un souci dans l'entreprise. Si déjà, pour eux, déjà, certains, ils n'ont pas besoin du chef. Ils vont faire un burn-out tout seul. Hein, ça peut arriver. Et ça, c'était limite tout le temps mon cas. Je n'en ai pas fait, mais j'étais limite parce que… Mais tu sais ce que c'est parce que je pense que tu travailles aussi comme ça. C'est à faire des heures, oui, tu me l'as dit, hein, tu vois, on est tellement intéressé par son sujet qu'on travaille sans cesse. Et aussi pour les autres, quand on a une position de manager, c'est comprendre que tout le monde n'est pas fait comme soi, que tout le monde n'a pas forcément cette capacité à prendre cette charge de travail, hein, et puis aussi peut-être pas non plus cette motivation, là, ce feu, que voilà, d'autres, ils vont prendre le travail pour un travail et pas forcément vouloir se tuer à la tâche. Donc voilà, tu parlais de perfectionnisme, ça c'est sûr. Les valeurs, oui, c'est en être conscient. Tu me demandais si c'était plutôt des gens qui sont rigides ou en fait ils vont surtout, je trouve, ça va leur faire du mal à eux parce qu'ils sont un peu idéalistes, oui. Et si ça va pas, s'ils se rendent compte de choses pas très éthiques et malheureusement, moi c'est toujours, je parle toujours des projets éthiques et durables et il y a des entreprises qui en sont déjà là et qui ont un système de fonctionnement beaucoup plus humaniste parce qu'au bout du compte, économiquement, c'est viable. Mais ça va à l'encontre de notre façon de fonctionner d'avant. Et du coup, ces gens-là, c'est surtout contre eux que ça se retourne. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas osé dire justement ce qu'ils ont envie de dire dans une réunion ou à leur chef, parce que c'est sûr qu'il y a des freins. Mais du coup, ils vont s'en vouloir, voilà, ils vont avoir mauvaise conscience, et ça, c'est peut-être le pire d'ailleurs. Ah oui, tout à Et fait. plus s'exprimer en… Voilà, moi, c'est ça mon rêve. J'ai souffert beaucoup dans l'industrie des réunions où on se réunit et où finalement, personne ne dit vraiment ce qu'il a au fond de lui. Parce que moi, je ne pouvais pas être présente à une réunion et pas exprimer le fond de ma pensée. Donc, en général, je l'ai fait. Mais souvent, c'était un grand silence. Après, bon, il y a aussi le fait que j'étais une femme dans un milieu d'hommes. Mais voilà, il y a un grand silence et on ne tient pas compte de ce que vous avez dit. Bon, au moins, c'était dit. Et bon, il n'y avait peut-être pas la manière aussi, c'est ça aussi, c'est apprendre à exprimer son opinion, parce que c'est important que les personnes hypersensibles qui sont quand même, qui ont des radars, comme des radars, c'est les artistes, c'est les gens qui écrivent, les écrivains, avant c'était les ecclésiastiques, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais voilà, c'est les personnes voilà, qui ont des connexions et qui sont là pour montrer au monde voilà, une certaine vision des choses qui est importante. Comme dirait Van Gogh, je peins pour montrer aux autres ce qu'ils ne voient pas. Donc, c'est important que les personnes hypersensibles s'expriment. C'est important qu'elles restent dans les milieux de décision, qu'elles ne souffrent le moins possible et qu'elles s'expriment avec ce qu'elles ont vraiment au fond d'elles, sans filtre. Et voilà, c'est ça qui est à réussir, je pense. Et c'est ce à quoi il faut contribuer, que les environnements soient bons pour elles, qu'elles puissent s'exprimer sans en subir des conséquences. On ne s'exprime pas forcément pour convaincre l'autre, d'ailleurs, on le convainc jamais. Parce que s'il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'on l'a convaincu. Simplement parce que nos valeurs, ça ne change pas beaucoup. Notre grille de valeurs ne va pas changer beaucoup au long de notre vie.
Donc, en fait, on n'a pas les mêmes grilles de valeurs, donc on ne peut pas être tous du même avis. Donc, c'est pour ça que, par contre, c'est important d'avoir exprimé ce que chacun a au fond de lui sans filtre, de façon à ce que la décision qui soit prise, elle prenne en compte tout ça. Ok, ce sera peut-être pas ce que vous avez dit qui va être retenu, ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas tout prendre comme solution. Mais au moins, c'est important de l'avoir exprimé pour soi et pour l'intelligence collective. Et oui, et je crois que l'histoire nous l'a démontré comment que ces personnes hypersensibles, n'ont pas toujours été comprises dans leur temps, passé, mais qu'elles sont reconnues maintenant, des décennies, voire des siècles après. Alors ce sont des personnes novatrices, aussi. Oui, 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 mais tu sais, elles ont toujours existé, simplement là, on met le trait de caractère en lumière, mais là, notre monde, il est façonné par des personnes hypersensibles, hein, ça c'est clair. Et on le dit, bon, il y a, il y a Steve Jobs, ça c'est sûr. Il y a bien sûr Jeff Bezos, hein, j'ai lu un petit peu sur lui, c'est clair qu'il est hypersensible. Euh, il y a aussi Microsoft, c'était comment on dit, il est même une branche Asperger. C'est une branche ultime, encore plus loin de l'hypersensibilité, mais ils ont ce fonctionnement de l'hypersensible. Mmh. Mhm. Oui, c'est Mmh. beaucoup le sont sans qu'on sache. Et tu vois, il y a des gens. Moi, j'appelle sur quelqu'un qui est dans mon sillage, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu des difficultés, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y en a qui n'ont pas de difficulté à exprimer leur créativité et qui vivent très bien leur hypersensibilité. Oui, mais c'est quand même, il ne faut pas se fier aux apparences parce que des fois, la personne peut sembler confiante, mais que ça c'est très important le travail que tu fais de permettre à ces gens-là de se retrouver. Et au niveau des familles, des parents qui te consultent pour leurs enfants, pour la vie de famille, qu'est-ce qui ressort beaucoup en ce moment? Pour la vie de famille en ce moment, c'est sûr que bah, le confinement, ça a été un test, hein, c'est sûr que c'était parce que en fait, il y a un caractère héréditaire chez les personnes hypersensibles, si bien que si en plus elles se marient, un hypersensible peut être avec quelqu'un qui l'est pas et il peut y avoir deux personnes hypersensibles ensemble et du coup, je pense que le caractère héréditaire, qui n'est pas vraiment démontré, il est juste observé, on ne sait pas trop juste s'il y a un gène, mais en tout cas, il est observé et c'est vrai que la plupart du temps, les enfants sont aussi hypersensibles, donc ça fait quand même il y a plus de friction. Quand c'est des familles où c'est pas un long fleuve tranquille, il y a, il y a de la vie. Donc, mais ça peut aussi être des frictions si on ne se comprend pas. C'est salvateur pour les parents de comprendre l'enfant hypersensible, c'est vrai, c'est celui à qui on va dire souvent, trop souvent, alors j'essaie de pas le dire moi, hein, parce que j'en suis consciente, ben, tu pleures pour un rien, tu es trop susceptible. Voilà, ces reproches comme ça que moi-même j'ai entendus. Ben, j'ai une de mes filles, oui, qui va être un petit peu agressée par l'aînée, la cadette, et du coup, elle va, si je prends mon exemple à moi, mais chez les personnes, c'est ça aussi, hein, c'est prendre tout pour soi, en fait. La personne hypersensible et surtout l'enfant, elle ne va pas différencier son comportement de son identité. Et c'est ça qui est vraiment difficile parce que du coup, quand on nous fait un reproche, quand on fait un reproche à l'enfant, ça s'imprime en lui vraiment fortement plus que les autres personnes. Donc tout le processus, hein, on sait que c'est depuis l'enfance, c'est de la thérapie. En fait, pour la personne hypersensible, c'est plus, plus, plus. Si elle a été dans un environnement en plus qui n'était pas conscient de ça, ou voire même qui peut avoir joué avec, Mmh. le fait qu'elle était très sensible. Ce qui est d'ailleurs un petit peu mon cas, donc c'est pour ça. Qu'est-ce que tu entends par avoir joué avec pour être certaine de comprendre? Ben, c'est-à-dire que surtout dans la fratrie, si c'est un enfant qui a tendance à pleurer, Mmh. bon, on va tout faire pour qu'il pleure parce que c'est rigolo. Et Ah, ouais. ça, c'est des schémas qu'on va répéter à l'école, qu'on va répéter après même au travail. Tant qu'on n'a pas compris, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, hein, c'est que ça a été salvateur pour moi en plus du coaching parce qu'il y avait des trucs que je n'arrivais pas encore en moi à régler. Et c'est vrai que ça a été salvateur sans avoir à faire une longue thérapie.
eh bien oui, de comprendre que je répétais des schémas dans les environnements où j'arrivais de ce que j'avais vécu enfant. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment salvateur. Et moi, je n'ai pas vécu le pire, hein. Mais des personnes hypersensibles, des enfants peuvent être très, très... il y a le harcèlement, hein, bien sûr, hein, Mm. que ce Ah, soit la fatigue ou... et malheureusement, oui, ça, c'est pas évident. Alors, j'avais une mère, par exemple, en cas de harcèlement, et la maman avait mais des tellement belles valeurs de respect de l'autre qu'elle les transmettait à l'enfant. Surtout, tu réponds pas. Et en plus, elle avait peur, parce qu'il est un peu costaud, que ce soit lui qui devienne l'agresseur et qu'il soit dangereux pour les autres. Alors, tu vois, les mm, valeurs, les belles valeurs, elles allaient loin, quoi. Mais là, il y a un moment où est-ce qu'il ne faut pas quand même apprendre à l'enfant à se défendre quand même? mm, Parce que euh, mm. certaines personnes peuvent vraiment s'engouffrer et puis jouer très loin avec la sensibilité. Ah oui, tout à fait. Apprendre à mettre nos limites, ce dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, et ça, pendant le confinement, les familles, ça, c'était très, très important. Apprendre à mettre ses limites, Mm. de façon à pouvoir vivre dans un environnement, un espace restreint. Oui, c'est ça. Mais à l'échelle plus grande, c'est ce qu'on a à faire aussi, à réussir à vivre ensemble dans un espace restreint. C'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui, que si on veut réussir à se rencontrer à nouveau physiquement, hein, à Noël, ce n'est pas évident, hein, parce qu'il n'y avait pas les mêmes valeurs, pas les mêmes avis. Et si on n'est pas encore à accepter que l'autre ne soit pas de notre avis, ben, c'était des frictions. Tout à fait, des paroles très sages. Ah, mais c'est vraiment très, très chouette, les services que tu proposes et on en avait parlé dans des vidéos antérieures que je vais mettre les liens d'ailleurs dans la description de cette émission et où justement conjuguer comme moi, admettons, une femme ou un homme ou des enfants qui viendraient me consulter plus dans des causes émotionnelles, ben, c'est intéressant pour moi d'apprendre que tu peux aider comme cela les familles Oui, à oui. ouvrir une saine communication. On travaille de manière tellement complémentaire et surtout que j'entends beaucoup en discutant avec toi, avec des collègues, qu'à l'âge adulte, on a oublié un peu l'enfant intérieur que nous étions, cet enfant créatif, que des fois on a étouffé. Oui. Et il y a de merveilleuses huiles essentielles qui peuvent même, tout simplement, en les respirant, Mhm, mhm. et là, Oui. l'essence d'orange. D'accord. Et Et la laquelle tu as dans tes mains? Oui, oui, moi ce qu'on conseille quand il est en état de grand stress, c'est le petit grain de bigarade, hein. Oui, Toi ben, aussi, dans la même famille, oui. Alors, mais là, l'orange, dans la caractériologie, au niveau émotionnel, a cette propriété de nous aider à nous calmer, tout comme le petit grain bigaradier, mais à se reconnecter à l'enfant intérieur. à la joie, c'est ça? Parce que moi, Oui, à la joie, oui. la bergamote pour la joie, on m'avait conseillé. Aussi, ben, ce sont d'ailleurs tous des essences. On ne parle même pas d'huile essentielle, ce sont des essences tirées de l'extraction d'un agrume, de la pelure, par exemple, de la bergamote ou de l'orange. Et c'est dans la même famille des monoterpènes. Alors, effectivement, je vois que tu t'es bien renseigné au niveau des huiles essentielles. La bergamote aussi va apporter de la joie. Et c'est ça qui peut être chouette, c'est que des membres d'une même famille vont piger au hasard quelques bouteilles et puis en sentir une. Et puis après, ben, on peut voir justement par rapport à l'huile essentielle qu'ils ont choisie, quelle est la description au niveau émotionnel de cette huile essentielle. Comme tu me parlais de perfectionnisme en entreprise, de gens qui étaient
peut-être un peu plus rigides envers eux-mêmes. Une huile essentielle qui est très bonne en ce sens, c'est le cyprès vert de Provence. Aussi, oui. Là, Ah, d'accord. Ok. et C'est c'est aussi pour ça. oui, Quand on... alors ça va nous aider à nous ancrer d'une part, Mm. et on peut même, c'est sûr que pour des personnes hypersensibles, des fois, on peut la sentir sur un mouchoir ou la sentir éloignée à même la bouteille. Pour des gens qui sont moins sensibles, on peut s'en mettre une goutte dans la paume de main pour venir Mhm. s'ancrer. Il y a même certaines huiles essentielles qu'on peut mettre pour enligner nos chakras avant de méditer, pour bien s'ancrer euh, sur Terre. Alors, le cyprès est une huile essentielle non seulement qui nous aide à lâcher prise dans le perfectionnisme, mais aussi dans cet ancrage, tout comme le vétiver va être une Mm. autre huile essentielle pour s'ancrer, le vétiver étant une résine qu'on retrouve en Haïti et que c'est vraiment un peu comme l'encens, des huiles qu'on va même comme l'encens, on va la diffuser pour s'ancrer et se connecter à un esprit plus divin. Par contre, le vétiver, on ne le met pas dans le diffuseur parce que c'est une huile essentielle qui est très riche, qui est très terreuse à la limite. Alors, c'est pour ça que finalement, nos deux merveilleux univers se sont tellement bien connectés en 2021 et je suis très contente de poursuivre l'aventure avec toi en 2022. Ben oui, je suis aussi ravie, tout à fait, tout à fait. Oui, Et, oui. et si je me permettais de te laisser le dernier mot, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire en particulier par rapport à ce dont on a discuté? Ben écoute, là, quand j'étais bloquée un petit peu comme tu me demandais la famille et que tu as parlé du cyprès quand on est trop perfectionniste. Et là, je sais pas, je vois la maman, la mère de famille, je ne sais pas au Canada, mais je crois que les mères de famille qui en plus travaillent, hein, parce que c'est ça, hein, on a plusieurs vies quand on est mère de famille et on a tendance à avoir une idée de la maison, par exemple, bien rangée, qui est assez idéalisée et ben, j'ai du mal à passer au-dessus moi-même, mais c'est vrai que du coup, la mère de famille qui rentre après le travail, elle est vraiment mise à rude épreuve. Hein. Est-ce qu'elle a vraiment l'énergie pour bien s'occuper de ses enfants qui sont en demande à ce moment-là le soir? Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à la mère de famille. Je pense à voilà, c'est bien de laisser un peu des fois son perfectionnisme sur ça pour se rendre compte, parce que là, les moments avec les enfants, ce ne sera pas tout le temps en fait. Moi, elles ont 10 et 13 ans et je me rends compte là qu'effectivement, là, c'est plus l'enfance et puis ça commence à être l'adolescence, c'est différent et du coup, les beaux moments, ouais, c'est important d'en profiter avec ses enfants. Mm. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Parce que Pardon? dans les j'avais envie de dire ça. C'est vrai que dans les familles avec beaucoup d'hypersensibilité, c'est vrai qu'on peut être des fois trop dans les frictions et plus assez dans l'amour, alors que la clé, c'est l'amour. Ça reste l'amour. Mm. Ah oui, tout à fait. C'est si bien dit. Et effectivement, de par mes, mon cheminement professionnel, je suis très proche aussi des familles et c'est tellement vrai ce que tu dis. On est tellement les pires juges envers nous-mêmes et effectivement, on pourrait même avec l'huile essentielle de cyprès toujours vert, de mettre un peu d'huile végétale dans sa paume de main, d'en mettre une goutte et même d'aller masser sa voûte plantaire pour les personnes qui réagissent bien pour bien s'ancrer justement et se calmer tout en se donnant l'énergie Mhm. d'être dans la vie de tous les jours et de lâcher prise dans le perfectionnisme. Et pourquoi pas faire appel à une aide ménagère aussi. Et aussi, même si peut-être c'est pas bien vu par la société, peut-être que voilà, mais voilà, c'est pourquoi pas, effectivement. Hein. Moi, En tout cas, personnellement, moi, je m'assume, j'ai une aide ménagère depuis 4 ans et c'est la fée de ma maison, quoi. oui,
Et moi aussi, et j'assume, même si voilà, oui, mais moi, j'assume. Et aussi, c'est aussi l'idée de donner aussi dans un grand tout, quoi. Hein. C'est un peu l'abondance aussi. Hein. Moi, j'aime pas faire le ménage, donc et je suis pas très douée en plus. Il y a des personnes qui le font très bien et qui sont très douées. Ah oui, et mon aide ménagère, cette femme qui est extraordinaire, elle est dans l'approche naturelle comme moi et puis je la fournis en huile essentielle. Elle nettoie ma maison même avec des huiles essentielles et c'est un parfait ménage, comme on dit. Ah, ben merci Marie-Élise pour cette magnifique entrevue. Euh, je vous rappelle que Marie-Élise travaille comme coach professionnel auprès des personnes hypersensibles au niveau professionnel pour des gens en entreprise, mais aussi, on en a parlé, auprès de relations de couple, de famille, autant présentiel dans la région de France, d'Allemagne et de la Suisse en présentiel, mais également dans des consultations sur Zoom. Et puis, pour ma part, mon pied-à-terre est dans les Laurentides au Québec pour des rencontres comme naturopathe en aromathérapie en présentiel, mais je suis également disponible pour vous rencontrer, pour découvrir votre histoire en fonction de vos propres besoins, de vos forces, de vos limites. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer et de travailler même en collaboration avec Marie-Élise et d'autres intervenants. Et, euh, et n'hésitez pas à joindre Marie-Élise. Je vous laisse toutes ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et je vous Oui. donnerai aussi mes informations. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marie-Élise? Rajouter, tu sais, la conférence interactive à laquelle tu avais participé avec les cartes. Là, le marketing, là, ça me prend tellement de temps et d'énergie que je l'ai fait sur demande maintenant, tu sais. Si des fois tu as cette personne qui aimerait la faire comme tu y as participé, Oui. voilà, juste pour avoir le déclic, pour confirmer que la personne est hypersensible ou pas, en général, franchement, les gens, bon, en général, ils se retrouvent s'ils ont été attirés par le mot. Mais voilà, c'est bien, puis c'est un beau moment d'échange. Je les anime avec vraiment passion et cœur. Par contre, je ne fais plus forcément de pub sur Facebook en ce moment. Je me concentre plus sur le développement de formation en présentiel, mais je fais donc toujours à la demande les conférences interactives en ligne sur Parfait. l'hypersensibilité. Parfait. De toute façon, Marie-Élise, j'attire une clientèle d'hypersensibles et ça me fera plaisir de les référer à tes services en complément des services que je peux offrir auprès d'eux. Merci à toi et oui, de mon côté aussi. Hein, c'est vrai que les huiles essentielles, j'en parle de celles que je connais déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'on va continuer notre coopération pour partager ça le plus possible. Parfait. Alors, ben, de ce pas, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2022 et à tout bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis hypersensibles ou à monsieur et madame tout le monde et ce n'est que nos revoirs. Alors, merci Merci. beaucoup, Marie-Élise. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Merci.